Coucou! Alors, on va faire aujourd'hui ensemble le cours sur les statistiques déductives. C'est un cours qui n'est pas très compliqué, qui relève surtout de la logique. Donc ce qui est super important, c'est de s'entraîner avec les QCM pour pouvoir bien le maîtriser. Avant de commencer le cours, on va voir un exemple ensemble pour que vous compreniez concrètement à quoi servent les statistiques déductives. Alors, on imagine que l'on compare deux groupes de patients. Le premier groupe reçoit un nouveau médicament contre l'hypertension et le deuxième reçoit un placebo. On remarque après plusieurs semaines que les tensions artérielles moyennes entre les deux groupes sont différentes. Et donc la question que l'on se pose, c'est est-ce que cette différence est réelle ou alors est-ce qu'elle est simplement due au hasard ? Et c'est là qu'interviennent les statistiques déductives qui vont nous permettre de répondre à cette question. Alors, la première chose que l'on va voir ensemble, ce sont les hypothèses. Pour analyser une situation, il est essentiel de formuler deux hypothèses. L'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle que l'on note H0 suppose qu'il n'y a pas de différence significative ou de relation particulière entre les groupes ou les variables étudiées. En d'autres termes, on peut dire que les variations observées sont dues au hasard. Par exemple, si l'on revient sur notre exemple avec le médicament antihypertenseur, l'hypothèse nulle serait il n'y a pas de différence significative de tension artérielle entre les patients ayant pris le médicament et ceux ayant pris le placebo. La deuxième hypothèse qu'il faut connaître, c'est l'hypothèse alternative, que l'on note H1. Celle-ci, au contraire, suppose qu'il existe une différence significative ou une relation. Pour le même exemple, l'hypothèse alternative serait il existe une différence significative de tension artérielle entre les deux groupes. Et notre objectif, une fois que l'on a établi nos deux hypothèses, ça va être de décider si l'hypothèse nulle doit être rejetée ou non. On va maintenant voir les étapes du test d'hypothèse. Pour tester nos hypothèses, on va suivre 6 étapes clés. La première, c'est de définir H0 et H1. Par exemple, pour une étude sur l'influence de l'exposition à un facteur cancérigène, comme le benzène sur l'apparition de leucémie. H0 serait il n'y a pas de lien entre l'exposition au benzène et les leucémies, et H1 serait il existe un lien. Ensuite, on va choisir le test statistique adapté. Ce choix va dépendre du type de données. Est-ce que l'on parle de données qualitatives ou alors de données quantitatives ? Par exemple, si dans l'énoncé on retrouve des pourcentages, on parlera de données qualitatives. Mais si on compare des moyennes, on parlera de données quantitatives. On va ensuite devoir fixer le risque d'erreur alpha. Alors ça, c'est vraiment une notion très importante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fixe sa valeur généralement à 5%. En fait, vous allez voir que des fois, vous aurez besoin de sa valeur pour répondre à un QCM, mais que sa valeur ne sera pas donnée dans l'énoncé. Lorsqu'elle n'est pas donnée dans l'énoncé, on considère que le risque d'erreur alpha est égal à 5%. Ok ? Donc vous aurez deux cas dans un QCM, soit on vous donne la valeur du risque d'erreur alpha dans l'énoncé du QCM, mais si sa valeur n'est pas donnée et que vous en avez besoin pour répondre au QCM, dans ce cas-là, vous considérez qu'elle est égale à 5%. Mais du coup, le risque d'erreur alpha, c'est quoi ? Ça correspond à la probabilité de rejeter H0 qui est donc l'hypothèse nulle, alors qu'elle est vraie. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de recueillir les données. Par exemple, combien de patients exposés au benzène développent une leucémie et combien ne la développent pas. Ensuite, la cinquième étape, elle est vraiment très importante. Vous allez devoir comparer Z calculé et Z théorique. Vous verrez dans les QCM que Z calculé vous sera toujours donné, vous n'aurez jamais à calculer sa valeur. Par contre, pour le Z théorique, vous allez devoir trouver sa valeur dans une table. Mais ça, on y reviendra plus tard dans le cours. Ce que vous devez retenir, c'est que si Z calculé est supérieur à Z théorique, alors on rejette H0. Et inversement, évidemment, si Z calculé est inférieur à Z théorique, alors on accepte H0. Et enfin, la sixième étape correspond à l'interprétation des résultats. Imaginons que H0 est rejeté. Dans ce cas-là, il faut expliquer ce que cela signifie dans un contexte médical. Par exemple, nos résultats montrent que l'exposition au benzène augmente significativement le risque de leucémie. On s'intéresse maintenant au risque d'erreur alpha et bêta. Le risque alpha, que l'on appelle aussi erreur de type 1 ou risque de première espèce, correspond à la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est en réalité vraie.
Donc on conclut que le médicament est efficace alors qu'il ne l'est pas réellement. Ensuite, le risque bêta, que l'on appelle aussi erreur de type 2 ou risque de seconde espèce, correspond à la probabilité d'accepter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est fausse. Donc on conclut que le médicament n'est pas efficace alors qu'il est en réalité. Et enfin, ce qu'il faut connaître, c'est la puissance du test qui correspond à la probabilité de rejeter H0 si H1 est vrai et elle est donnée par 1 - bêta. On va voir quels sont les tests utilisés pour des variables qualitatives. Pour des variables qualitatives, comme le fait de savoir si un individu a un certain caractère, par exemple la couleur des yeux, on utilise des tests comme le test de comparaison des pourcentages ou le test du qui carré. On va commencer par voir le test de comparaison des pourcentages. Donc si dans l'énoncé, les données correspondent à des pourcentages, vous pensez à utiliser ce test. Ici, Z correspond à l'écart réduit epsilon. On va voir pour les différents tests que Z est remplacé par une autre lettre, mais c'est exactement la même chose. Par exemple, pour ce cas-là, epsilon théorique, c'est la même chose que Z théorique, et epsilon calculé, c'est la même chose que Z calculé. Si vous avez bien suivi jusque-là, on a dit tout à l'heure que notre objectif, c'était de savoir si l'on pouvait rejeter ou non l'hypothèse nulle. Et pour ça, on va devoir comparer le Z calculé avec le Z théorique. Comme je vous l'ai dit, la valeur du Z calculé vous sera toujours donnée. Vous, ce que vous allez devoir trouver, c'est la valeur du Z théorique. Donc ici, le Z théorique, ça correspond à l'epsilon théorique. Alors, on va voir la méthode ensemble pour trouver l'epsilon théorique. La première chose, c'est de déterminer le risque alpha. La valeur du risque alpha, elle vous sera soit donnée par l'énoncé, et si elle n'est pas donnée dans l'énoncé, alors vous devez prendre comme valeur de référence 5%, soit 0,05. Ensuite, une fois que vous connaissez la valeur d'alpha, vous allez regarder le dixième et le centième d'alpha. Le dixième vous donnera sa valeur correspondant à la ligne et le centième, la valeur qui correspond à la colonne. Une fois que vous connaissez la ligne et la colonne, vous regardez à l'intersection sur la table qui vous sera bien évidemment donnée avec l'énoncé du QCM. Et c'est à cette intersection que se trouve l'epsilon théorique. Si par exemple alpha égale 5%, donc 0,05, alors le dixième correspond à 0 pour la ligne et le centième correspond à 5 pour la colonne. Et donc si on regarde à l'intersection sur la table, on trouve epsilon théorique égale 1,96. Maintenant que vous connaissez l'epsilon théorique, vous allez pouvoir le comparer avec l'epsilon calculé. Et on se rappelle que si l'epsilon calculé est supérieur à l'epsilon théorique, alors on rejette l'hypothèse nulle. Pour le test du qui carré, que l'on note x au carré, on l'utilisera pour des variables qualitatives lorsque celles-ci sont classées dans un tableau. Et il faut que ce tableau contienne au moins 2 lignes et 2 colonnes pour pouvoir l'utiliser. Encore une fois, notre objectif ici va être de savoir si l'on peut rejeter H0. Du coup, comme pour tout à l'heure, on va chercher ici le x carré théorique. Le x carré théorique, c'est la même chose, encore une fois, que le z théorique ou que l'epsilon théorique que l'on vient de voir dans le test de comparaison des pourcentages. Pour la première étape, c'est exactement la même que celle du test de comparaison des pourcentages. Donc on va déterminer le risque d'erreur alpha. Sa valeur est encore une fois donnée soit par l'énoncé, ou alors, sinon, on va prendre comme valeur de référence 5%. Par contre, la deuxième étape, elle est différente et elle est très importante à retenir. On a vu que dans le test de comparaison des pourcentages, on devait regarder le dixième et le centième du risque alpha. Ici, pour la deuxième étape, on va devoir calculer le degré de liberté, avec la formule suivante qui est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Donc, une fois que vous connaissez la valeur du risque alpha et que vous avez calculé votre degré de liberté, vous reportez ces valeurs dans la table qui vous sera donnée avec l'énoncé et encore une fois, la valeur de x carré théorique se trouvera à l'intersection. Alors, on va voir ensemble un exemple pour essayer de mieux comprendre les choses. Notre exemple portera sur l'exposition au benzène et le CIMI. Si on regarde notre tableau, on voit qu'on a 2 colonnes et 2 lignes.
Alors attention, pour calculer notre degré de liberté, on ne prend jamais en compte la ligne du total et la colonne du total dans notre calcul. Du coup, on a 2 lignes et 2 colonnes, donc on peut calculer notre degré de liberté. Donc 2 moins 1 fois 2 moins 1, ça nous donne 1. Donc on connaît maintenant la valeur du degré de liberté et on considère que pour cet exemple, le risque alpha est égal à 5%. Je reporte les valeurs dans la table et je regarde à l'intersection et je vois que x carré théorique égale 3,84. Et encore une fois, avec le x carré calculé qui nous sera donné dans l'énoncé, on pourra comparer celui-ci avec le x carré théorique et savoir si l'on rejette l'hypothèse nulle. Ok, on vient de voir les 2 tests que l'on utilise pour des variables qualitatives. Maintenant, on va voir les tests que l'on utilise pour des variables quantitatives lorsqu'elles sont en lien avec des variables qualitatives. Il faut retenir 2 tests, le test de comparaison T moyenne et le test T de student. On s'intéresse d'abord au test de comparaison T moyenne, que l'on utilise pour des grands échantillons lorsque nos effectifs, que l'on note N1 et N2, sont chacun supérieurs à 30. Ici, Z correspond à l'écart réduit epsilon, c'est la même chose que pour le test de comparaison des pourcentages. Pour comprendre dans quelle situation utiliser ce test, on va voir ensemble un exemple. Alors, l'énoncé nous dit que l'on cherche à comparer le taux de T3 libre chez les femmes prenant un contraceptif oral et celles qui n'en prennent pas. Après tirage au sort, on obtient, pour les femmes sans contraceptif oral, on a un effectif de 50 personnes et une moyenne de 2 nanomoles. Et pour les femmes avec contraceptif oral, on a un effectif de 33 personnes et une moyenne de 2,5 nanomoles. Ok, alors là, on a 2 choses à regarder pour savoir si l'on va pouvoir utiliser le test de comparaison des moyennes. Déjà, est-ce qu'on a un grand échantillon? Alors, on regarde. Pour les femmes sans contraceptif oral, on a un effectif de 50 personnes et pour les femmes avec contraceptif oral, on a un effectif de 33 personnes. Les 2 effectifs N1 et N2 sont bien supérieurs à 30, donc c'est OK. Ensuite, on regarde si on a bien une variable quantitative qui est en lien avec une variable qualitative. On considère que la variable 1 correspond à la prise ou non de la pilule, donc c'est une variable qualitative, et que la variable 2 correspond au dosage de T3, donc c'est une variable quantitative. Donc on a bien une variable quantitative en lien avec une variable qualitative. Donc finalement, on respecte bien les 2 conditions, on peut donc utiliser le test de comparaison de moyenne. Comme pour tous les tests, on va vouloir savoir si l'on peut rejeter l'hypothèse nulle. Alors, j'ai besoin de mon epsilon théorique et de mon epsilon calculé pour pouvoir les comparer. Donc ici, j'ai mon risque alpha qui a sa valeur de référence de 5%. Donc je trouve un epsilon théorique de 1,96 avec la table. Et on me dit dans l'énoncé que l'epsilon calculé est égal à 6,94. Donc l'epsilon calculé est bien supérieur à l'epsilon théorique, donc on rejette H0. Ayant rejeté H0, on peut dire que la prise de contraceptifs oraux augmente le taux de T3 libre chez les femmes. Et dans le cas contraire, où l'on imagine que epsilon théorique est supérieur à epsilon calculé, on accepte H0. Et dans ce cas-là, on aurait dit que les variations observées entre les 2 groupes de femmes étaient dues au hasard, qu'il n'y avait pas de différence significative. Le prochain test auquel on s'intéresse est le test T de student, que l'on utilise pour des petits échantillons lorsque N1 ou N2 est inférieur à 30. Ici, Z correspond à T et le T théorique sera lu dans la table du T de student. On va avoir le même raisonnement que pour le test du petit carré avec x carré théorique pour trouver le T théorique. La première étape est de déterminer le risque d'erreur alpha et la deuxième va être de calculer, comme pour le test du petit carré, le degré de liberté. Alors attention, pour le test du petit carré et le test T de student, lorsque l'on calcule le degré de liberté, on a une formule qui est différente. Donc, pour calculer le degré de liberté pour le test T de student, on a la formule suivante. N1 qui correspond à l'effectif numéro 1 moins 1 plus N2 qui correspond à l'effectif numéro 2 moins 1. Ok, on voit maintenant un exemple pour mieux comprendre. Soit 15 femmes obèses et 12 femmes de poids normal. On mesure le taux de corticoïdes sanguins moyen dans chaque groupe. L'obésité a-t-elle une influence sur le taux de corticoïdes?
On nous donne les effectifs qui sont de 15 et de 12 et les moyennes qui sont de 6,3 et 4,5. Donc on respecte déjà la première condition pour pouvoir utiliser ce test qui est d'avoir des petits échantillons. Ici nos effectifs sont de 15 et de 12, ils sont bien inférieurs à 30, donc c'est OK pour le test T2 Student. Et la deuxième condition est bien respectée puisque l'on a bien une variable quantitative qui correspond au taux de corticoïdes et une variable qualitative qui correspond aux personnes obèses ou non. Donc on a bien un lien entre variables quantitatives et qualitatives. On veut maintenant savoir si on peut rejeter l'hypothèse H0. Donc je calcule d'abord le degré de liberté en reprenant la formule N1-1 plus N2-2, c'est-à-dire 15-1 plus 12-1, ce qui me donne 25. J'ai mon risque alpha qui a une valeur de 5%. Je reporte donc la valeur du degré de liberté et la valeur du risque alpha dans la table et je trouve un T théorique égal à 2,06. Alors, pour cet exemple, je ne vous ai pas mis la table, mais encore une fois, c'est la même chose. Vous avez vos deux valeurs et vous trouvez le T théorique à l'intersection des deux valeurs, comme on a vu pour le test du qui carré. Mais bien sûr, si ça avait été un QCM, vous auriez eu avec l'énoncé la table. Ok, les valeurs dans la table ne sont pas à connaître par cœur. Donc, on a notre T théorique. On nous donne dans l'énoncé le T calculé qui est de 2,92. 2,92 étant supérieur à 2,06, le T calculé est supérieur à T théorique, donc on rejette H0 au seuil de 5%. Pourquoi au seuil de 5%? C'est parce que dans cet exemple, on a un risque d'erreur alpha égal à 5%, tout simplement. Du coup, comme on a rejeté H0, on peut dire qu'il existe une relation claire entre l'obésité et le taux de corticoïdes au niveau de cet échantillon. On va voir ensuite le lien entre deux variables quantitatives. Pour cette diapo, c'est pas très compliqué, il faut juste connaître deux définitions, celle de la corrélation et celle de la régression. La corrélation, c'est l'évaluation de la liaison entre deux variables quantitatives, donc le lien qui relie les deux variables quantitatives entre elles. Alors, ici, il ne faut pas confondre la corrélation et la causalité, qui sont bien deux termes distincts. La corrélation, comme on vient de le voir, c'est le lien entre deux variables quantitatives. Par exemple, l'âge et le cholestérol sont liés. Par contre, pour la causalité, c'est bien une variable qui est la conséquence de l'autre. Donc par exemple, l'âge cause le cholestérol. Et évidemment, par conséquent, si une variable est la conséquence d'une autre variable, l'autre en est la cause. Et la deuxième définition à connaître est celle de la régression, qui est une méthode mathématique permettant d'expliquer les relations entre les variables observées. Voilà, donc il faut bien connaître ces définitions, il n'y a pas plus à savoir, et bien faire la distinction entre la corrélation et la causalité. On passe maintenant aux tests paramétriques et non paramétriques, c'est vraiment une notion très importante. Un test paramétrique est un test à forte contrainte. Pourquoi? Car il n'est fiable que si les données suivent une distribution selon une loi normale. Donc si le test ne respecte pas cette contrainte, on ne peut pas parler de test paramétrique. Ensuite, un test non paramétrique est un test qui ne précise pas les conditions que doivent remplir les paramètres de la population dont a été extrait l'échantillon. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce que l'on va voir maintenant. Vous retenez que l'on utilise obligatoirement un test non paramétrique quand les effectifs sont très faibles lorsqu'ils sont compris entre 4 et 12. Ok, maintenant on va parler QCM pour savoir est-ce qu'il faut retenir les définitions ou pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de connaître à peu près la définition pour un test paramétrique et un test non paramétrique, mais je ne pense pas qu'il y aura un QCM sur ces définitions. En tout cas, je crois n'en avoir jamais vu. Ce qu'il faut surtout que vous sachiez, c'est que si l'effectif est très faible, comme on vient de le voir, donc compris entre 4 et 12, il faudra utiliser un test non paramétrique. En général, quand un QCM porte sur cette notion, ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que vous savez dans quelles conditions utiliser le test non paramétrique. Et donc, dans ce cas-là, dans l'énoncé, vous aurez un effectif très faible et il faudra répondre qu'il faut utiliser un test non paramétrique. C'est vraiment ça la notion à connaître. Autre chose à savoir, c'est que pour les variables quantitatives,
on utilise obligatoirement un test non paramétrique si les effectifs sont inférieurs à 5, car les populations ne sont plus distribuées normalement. Je vous ai mis à droite sur la diapo des exemples de tests non paramétriques pour les différents types de variables. Alors, pour les variables qualitatives, on va retrouver comme test non paramétrique le test de comparaison des pourcentages et le test du qui carré. Pour les variables quantitatives, on retrouve le R' de Spearman. Et pour les variables qualitatives et quantitatives, on retrouve le U de Mann et Whitney. Alors, je sais que l'on n'a pas parlé du R' de Spearman et du U de Mann et Whitney, mais ce sont des tests qui tombent très peu en QCM. Ce qu'il faut savoir, c'est dans quel contexte les utiliser, donc le R' de Spearman pour des variables quantitatives et le U de Mann et Whitney pour des variables qualitatives et quantitatives. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce sont les 4 tests que l'on a vus juste avant, sur lesquels vous aurez très souvent des questions, notamment pour savoir si on peut rejeter l'hypothèse H0. Après, vous aurez quand même évidemment sur la fiche un détail de ce que c'est exactement le R' de Spearman et U de Mann et Whitney, mais je vous conseille d'abord de bien connaître les 4 autres tests, car c'est vraiment ceux-là qui tombent. Pour finir, je vous ai mis un tableau récap des tests. Ce tableau, il est vraiment très bien fait, il est très important, donc vous me l'apprenez par cœur. Et voilà, c'est la fin du cours. J'espère que tout a été clair pour vous. Évidemment, si vous avez des questions ou des confusions sur des notions, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Ok, on reste pas seul dans la compréhension. Donc soit vous pouvez me contacter sur Messenger ou alors sur le forum ou encore Discord.